Personnellement, je suis devenue accro à Facebook et je voudrais me défaire de cette habitude. Alors, c'est un bon exemple, ça, Facebook. Et je pense qu'on peut le comprendre tous à notre niveau parce qu'on est quand même. On peut être accro à Facebook, on peut être accro aux sites d'information aussi, hein. On peut être accro à l'information, on peut être accro à. Moi, j'ai un petit peu de ça, hein, je pense. Accro à aller sans arrêt vérifier les news sur le monde et Oui. ça devient compulsif, ce besoin d'information. Ben là, je pourrais te demander, Isabelle, par rapport à ce qu'on a dit des 4 pouvoirs, comment serait la procédure? Comment faire? L'antidote, peut-être, ce serait de m'obliger pendant une grande plage horaire à ne pas y retourner. Parce que Ouais. là, pour la pause, j'y suis allée. Tu vois? Ouais. Alors ce que tu dis, c'est le pouvoir de la résolution, c'est de se résoudre à d'avoir cette résolution de ne pas le faire pendant un moment, de choisir ses distractions en fait, hein, de de choisir tout le moi je le faisais aussi de temps en temps, de travailler pendant 25 minutes, par exemple, sans aucune distraction, sans aucun internet, faire une pause de 5 minutes pour boire, pour bouger. On appelle ça le système Pomodoro, je crois. Et c'est 25 minutes d'activité, 5 minutes de pause. Mais 25 minutes d'activité dans lequel il n'y a Oui. aucune distraction extérieure. En fait, on peut le choisir. Et ça, dans le pouvoir de la résolution, il faut être assez créatif aussi, hein. Mais je ne l'ai pas cité, cette habitude qui est malheureusement la nôtre très souvent, de consommer les réseaux sociaux sans limite, d'aller sur les réseaux sociaux avant d'aller se coucher, de se lever le matin et avant même de sortir de son lit, ou de prendre contact avec le monde extérieur, d'être déjà en train d'allumer son téléphone, ça peut devenir une addiction et les mécanismes derrière sont assez profonds, hein. C'est pas parce que c'est une petite tape sur un téléphone que c'est nécessairement simple. Ça fait appel à des émotions et des besoins qui sont assez profonds. Donc prendre des résolutions pour ça, je pense que c'est bénéfique aussi. De vraiment comprendre aussi à quel point ça fragmente l'esprit, d'avoir, d'être devant son ordinateur et d'avoir sans arrêt, le besoin de changer d'activité. Je crois qu'une étude a montré qu'on est distrait devant les écrans toutes les 40 secondes ou 50 secondes. C'est-à-dire que si on s'habitue à ça, là, c'est vraiment le pouvoir le premier pouvoir d'opposition, c'est de comprendre le prix qu'on paye à dire oui à toutes ces impulsions qui nous sont proposées ou qui sont tellement impérieuses qu'on est obligé de les faire. En tout cas, on croit qu'on est obligé de les faire, mais avec le pouvoir d'opposition, on arrive à voir le prix qu'on paye. Parce qu'on le fait sur le moment. Pourquoi? Parce qu'on pense que ça va nous apporter quelque chose. Parce qu'on pense que euh, ça va nous faire du bien. Sauf qu'à long terme, ça nuit à notre capacité de concentration. Et si on est moins à même de se concentrer, on est moins à même euh, de tirer des conclusions importantes dans notre vie, de savoir faire des choix profonds, de réorienter notre existence, de savoir dire non. Ça demande de la concentration quand notre esprit est totalement fragmenté parce qu'on va d'une activité à une autre. On n'a pas ce bien-être, et je rebondis sur la question ou la remarque plutôt d'Hélène, de dire pratiquer la mémoire prospective à trop de doses peut empêcher de s'ancrer dans le présent, surtout si on prend trop de résolutions. Quand on a déjà tendance à essayer de tout anticiper et que cela empêche d'être présent à l'instant actuel, il ne faut pas que la mémoire prospective devienne une nouvelle anticipation, une nouvelle manière d'avoir une avidité pour le futur, d'être sans arrêt en train de préparer l'avenir, de l'anticiper, de, de faire comme si on pouvait avec notre esprit le dessiner, l'avenir.
On peut le prévoir, on peut l'anticiper un peu, mais il ne faut pas que ça devienne une nouvelle addiction, parce qu'on est aussi assez addict à la préparation, à l'anticipation. Et le problème n'est pas tellement de la mémoire prospective, le problème est de notre rapport à la mémoire prospective. Je pense que quand on a compris les bienfaits des cas de pouvoir d'opposition et qu'on fait et qu'on active cette mémoire prospective dans le contexte de la méditation, c'est-à-dire d'un instant où on est en conscience, on le choisit, c'est différent de cette mémoire prospective qui sans arrêt nous demande d'anticiper les choses et qu'on ne maîtrise pas. Ce qui me fait penser que le problème n'est pas la mémoire prospective, c'est l'environnement dans lequel on l'active, cette mémoire prospective. Et l'environnement de la méditation, il est sûr et il est bienfaisant parce qu'il se fait dans un environnement de conscience. Je suis conscient, je choisis de projeter ce qui peut arriver d'une situation que je voudrais transformer. Et ça demande un effort. La mémoire prospective qu'on subit, c'est celle qui arrive dans notre esprit, qui sans arrêt nous pousse à préparer, anticiper, conjecturer de l'avenir. Je vais répondre juste à la deuxième question. Transformer ses habitudes, c'est déjà un travail difficile sur soi, mais que fait-on de son environnement de vie en plus? Est-ce qu'on doit transformer ça aussi? Enfin, c'est peut-être un sujet encore différent. Non, c'est un sujet complètement qui est complètement inclus dans ces cas de pouvoir d'opposition parce qu'on parle dans les résolutions de transformer à la fois nos habitudes, et nos habitudes, c'est aussi les endroits où on vit, notre environnement de travail. La résolution n'est pas simplement en lien avec notre, notre habitude, c'est-à-dire ce qu'on fait nous, c'est aussi où on travaille, avec quel compagnon, avec quel environnement, dans quel environnement on évolue. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut faire l'objet d'une résolution. On sait que le développement de notre esprit ne se fait pas dans un esprit totalement isolé d'un environnement, et je crois que l'environnement est fondamental, et en tout cas de nombreux textes le présentent comme tel. Il ne s'agit pas seulement de penser que l'esprit est tout puissant et qu'on peut, nous qui n'avons jamais médité, ou pour une personne qui n'a jamais médité, de commencer à se dire oui, mais je peux méditer dans le métro, sur le quai du RER par exemple, ou dans le métro le matin bondé. Non, on se rend compte que l'environnement, il est important, c'est pour ça qu'on fait des retraites, c'est pour ça qu'on s'isole. Donc on peut avoir des résolutions pour se dire aussi qu'à notre niveau, l'environnement qu'on a n'est pas un environnement qui est à même de nous faire dépasser, d'être propice au dépassement de cette habitude. Auquel cas, dans notre résolution, on pourrait se dire eh bien, il faut que je m'isole de cet environnement, il faut que je change d'environnement. Et je pense que ça, c'est complètement concordant avec des enseignements sur le mode de vie juste, par exemple. C'est savoir avoir un mode de vie juste, être entouré de personnes qui nous inspirent aussi. Ce n'est pas narcissique de penser ça. C'est aussi de savoir que si on est environné de personnes qui sont toxiques pour nous, c'est difficile de développer des qualités mentales parfois. Quand l'esprit est totalement prêt, il a développé de la résilience, il a une grande force, alors on peut s'environner de telles personnes. Mais pour commencer, si on a l'impression que notre environnement il est trop difficile, on peut prendre la résolution de s'en isoler, de s'en défaire, de changer de cet environnement. Et c'est vraiment dans le pouvoir de la résolution, hein, avoir un environnement, quitter son travail si on a l'impression qu'il ne nous sert pas, ou on a des collègues euh, qui créent un environnement toxique autour de nous, ça arrive souvent. Il ne s'agit pas de penser que c'est simplement dans l'esprit, hein, que c'est simplement de mon côté. Il y a aussi mon côté par rapport à l'environnement dans lequel j'évolue. On a donc maintenant ce dernier pouvoir d'opposition, le pouvoir de la fondation. Et il est important ce pouvoir-là.
Et c'est un entraînement aussi. On s'entraîne à un pouvoir, on s'entraîne à développer un pouvoir, on s'entraîne à développer l'habitude d'avoir ce pouvoir dans l'esprit. Le pouvoir de pas seulement être recroquevillé sur notre problème. Là, le pouvoir de la fondation, c'est le pouvoir qui ouvre la vue périscopique à une vue panoramique. On voit la grande image. Parce que si on reste collé un petit peu au regret, à l'antidote et à la résolution, on est sur le traitement du problème et de sa résolution et de son résultat, de ce qu'on peut apposer à cette habitude. Mais dans le pouvoir de la fondation, on va ouvrir notre perspective sur quelque chose de plus large, parce qu'on a besoin de ça aussi. À cette personne qui est addicte à Facebook, par exemple, et on l'est certainement beaucoup d'entre nous, Facebook, Instagram, et je vois aujourd'hui j'ai des jeunes frères qui sont pas loin d'être bien addicts aux jeux vidéo et à Twitch. Twitch, c'est les nouveaux plateformes de streaming en ligne, Twitter et Snapchat. Snapchat, très, 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 très toxique aussi, très addictif. Parce qu'en plus, ces applications sont faites pour être addictives. Parce que addictive veut dire vendre des produits, placer des produits, vendre de la pub. Donc, le pouvoir de la fondation en lien avec ça, c'est se dire, mais est-ce que ça me protège, ça? Est-ce que ces actions-là, elles me protègent? Alors, si on n'a pas activé le pouvoir du regret, on a l'impression que oui, elles nous protègent. Elles nous protègent parce que quand je le fais, je me sens bien, il y a quelque chose qui se passe. Je vois que j'ai eu des likes sur Instagram, c'est d'ailleurs ce qu'on recherche, une partie des choses qu'on recherche. On recherche l'information, on recherche une forme de connexion, et quand on la reçoit, on a une expérience satisfaisante. Et on se réfugie vers ça. On le fait parce qu'on y trouve un refuge, on y trouve une protection contre l'ennui, une protection contre ces émotions qu'on ressent qui peuvent être de l'ordre de la neutralité. On veut une forme d'excitation et ça nous protège de quelque chose. En tout cas, c'est l'impression que ça nous donne avant d'avoir activé le pouvoir du regret. On le fait pas parce que on a identifié sur le moment que c'était plus problématique que bienfaisant. On le fait parce que sur le moment, on identifie que ça nous apporte quelque chose. On se réfugie vers ça. Et tout le pouvoir de cette fondation, c'est réévaluer nos refuges. Réévaluer nos refuges. C'est-à-dire ouvrir la grande image et poser la question, est-ce que c'est vraiment un refuge, ça? Et ce refuge dans le bouddhisme, c'est vraiment central, hein. Avant même de parler de refuge dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha ou dans notre propre potentiel, déjà essayons de voir ce que veut dire ce refuge dans notre vie de tous les jours. On est sans arrêt en train d'essayer de trouver un refuge dans quelque chose, dans le goût, euh, dans les vacances, dans des relations positives, et certainement qu'une grande partie de nos souhaits à se tourner vers un refuge, une grande partie est bénéfique. On a des refuges sains dans la vie, on a tous des refuges sains, des refuges qui sont vraiment fonctionnels, qui fonctionnent à nous protéger de quelque chose. Mais il y a aussi des refuges qu'on a qui sont pas super de très bonne qualité, des refuges comme si on était en montagne et on voit un refuge, on a l'orage qui tonne et puis immédiatement on se dit, on a cette, cette impulsion d'aller vers l'arbre qui va nous protéger. On est sur un plateau dans les alpages et il y a un seul arbre et il y a un gros orage qui éclate et on se dit « Ah ouais, super, je vais me réfugier sous cet arbre ». Sur le moment, on a l'impression que c'est le bon refuge. Et quand on est dessous, on se sent protégé. On a cette sensation, on a cette expérience de protection. Et ce n'est pas parce qu'on a cette expérience que la chose va vraiment nous protéger. Il y a une différence entre
avoir l'impression d'être protégé et l'être en réalité. Parce que Facebook, pour prendre cet exemple, parce que maintenant on est sur cet exemple-là, c'est un petit peu comme cet arbre en montagne. On a l'impression que ça nous protège, parce qu'il se passe quelque chose qui est de l'ordre du plaisir. Sur le moment, on a l'activation de la dopamine en plus. Chaque fois qu'on a un like ou une information qu'on aime, on a une petite décharge de dopamine, donc qui fonctionne à nous protéger de l'ennui. Ça nous apporte quelque chose, ça nous protège. Sauf que ça peut, par habitude, devenir un petit peu comme cet arbre en montagne, qui fait que ce refuge va en réalité être un piège. Cet arbre en montagne qui va être peut-être une des premières cibles d'un éclair, par exemple. Et j'ai fait cette expérience souvent en montagne, d'avoir cette impulsion d'aller se protéger sous un arbre, ou sous, on a la peur, et immédiatement on veut se protéger de quelque chose. On veut avoir quelque chose au-dessus de notre tête. Et c'est une impulsion qu'on a. Et c'est une impulsion qui est dérivée de nos habitudes et qui est la même forme de pulsion que je ressens un petit peu d'inconfort, il faut que je mange. Je ressens un petit peu d'inconfort, il faut que je me réfugie dans, euh, dans les réseaux sociaux, par exemple. Je me réfugie sans arrêt vers ces choses qui ne sont des refuges que parce que je m'y suis habitué, qui sont des refuges simplement parce que j'ai pris l'habitude de me réfugier vers ça. Parce que si on ouvre les yeux et qu'on regarde vraiment ces choses pour ce qu'elles sont, on se rend compte qu'elles ne sont pas du tout, elles sont pas aussi protectrices qu'on le croit. Et donc, ce pouvoir de la fondation, c'est vraiment interroger nos refuges dans la vie, voir la grande image et se dire, moi qui suis une personne impermanente, ma vie est limitée, quels sont vraiment les refuges qui sont comme des maisons solides avec un paratonnerre sur le toit en montagne quand l'orage vient. Et ça ouvre la perspective dans cette idée de transformer une habitude, à plutôt que d'être recroquevillé sur ce problème, de se dire, voilà, je vais encore plus le faire parce que je me rends compte que ce refuge, cette habitude, c'est un faux refuge. C'est un refuge passager, mais qui apporte des grands problèmes parce que quand l'orage vient et que je suis sous un arbre, je suis une cible. Quand je vais à chaque fois sur ces réseaux sociaux et quand j'en prends l'habitude et je le fais parce que j'ai l'impression que ça me réfugie, en réalité, à long terme, ça m'enferme, ça me rend prisonnier. Est-ce que c'est un refuge que d'entrer dans une prison, par exemple? Est-ce que c'est un refuge que de développer une habitude qui va nous rendre, qui va nous faire perdre notre capacité à avoir vraiment de la raison et de regarder les choses? Quand on a une forte addiction pour quelque chose, en plus, on a une vue périscopique. Cette chose devient énorme à notre esprit. Et on oublie toutes les choses qui importent. La chose positive a tellement pris d'espace dans notre esprit que, on oublie la famille, on oublie les choses qu'on veut faire de sa vie, les choses qu'on voudrait développer, les grandes orientations qu'on voudrait donner à notre existence. On oublie ces choses-là. Parce que ce refuge, s'il est un refuge vers lequel on se dirige par addiction et par habitude, il va prendre une place énorme dans notre esprit. Donc ce pouvoir de la fondation, c'est bien être sûr de là où on place ces refuges dans la vie. Et avant même de parler de prendre refuge dans les trois joyaux, c'est prendre refuge dans quelque chose qui nous protège vraiment. Et ce qui nous protège vraiment, c'est notre potentiel aussi. Et ça, c'est vraiment concordant avec le pouvoir de l'antidote. Parce que souvenez-vous, le pouvoir de l'antidote, c'est de reconnaître notre esprit quand il est vide de ses perturbations mentales, de ses habitudes, et de reconnaître que j'ai un esprit qui est complètement vierge de ces choses-là.
Et que par conséquent, toutes les émotions qui vont et viennent, toutes mes habitudes, elles ne sont qu'adventices, elles vont, elles viennent. Mais que la base, le fondement, la racine, elle est totalement pure. Et qu'il s'agit simplement de remplacer des habitudes par d'autres, des choses passagères par d'autres choses. Et prendre refuge dans ce potentiel qu'on a tous, c'est vraiment le pouvoir de la fondation aussi. On appelle ça prendre le refuge résultant, c'est on prend refuge dans toutes ces qualités qu'on peut développer. Et ça nous protège parce que quand on sait qu'on peut avoir des qualités, on va les développer. Quand on ignore qu'on peut développer des qualités, il est difficile de les développer. Donc si on se souvient de notre potentiel, ça nous protège vraiment parce que ça fonctionne à nous faire développer des qualités. Ça fonctionne à nous faire développer des qualités parce qu'on sait qu'on peut les développer. Quand on ignore qu'on peut développer des qualités, on ne prend pas refuge là-dedans. On va trouver un refuge ailleurs, on va trouver un refuge dans le matériel, dans les choses qui sont passagères, transitoires, qui fonctionnent à nous apporter quelque chose. Je ne vais pas prétendre le contraire, ça nous apporte quelque chose. Mais le refuge profond, c'est de développer ses qualités, de savoir qu'on a ce potentiel et de s'en remettre à des inspirations, de s'en remettre à des maîtres qui, eux, ont trouvé un refuge pérenne, un refuge dans lequel ils pouvaient être totalement protégés. Et c'est en ça que le pouvoir de la fondation, c'est le refuge dans le Bouddha aussi, dans ces maîtres qui ont atteint une protection, qui ont protégé leur esprit totalement de la souffrance. Prendre refuge également dans ces instructions qu'ils ont données. Prendre refuge dans le dharma, on appelle ça. Et prendre refuge dans ces êtres qui ont développé la compréhension de la réalité. On appelle ça prendre refuge dans la sangha. C'est ça, prendre refuge, c'est redonner à notre existence une direction sûre. Prendre une direction sûre. On va vers le refuge. On va vers le refuge intérieur. On va vers... Moi, si j'ai envie de donner une direction à mon existence, c'est de me diriger vers l'endroit où je développerai ces états mentaux qui me protégeront de la souffrance. Et j'en suis capable. Ça, c'est vraiment un rééquilibrage profond, ça. Car rien de religieux ici, on ne parle pas de religion, on parle simplement de se diriger vers des choses qui nous protègent vraiment. Et ces choses, au départ, elles sont complètement à l'opposé du contenu de nos habitudes. C'est que pour commencer, elles ne nous semblent pas du tout nous protéger, mais au final, elles nous protègent. Or, dans la vie, il y a des choses qui semblent nous protéger, qui ne nous protègent pas. Par exemple, la nourriture, je suis dans un moment, je ne vais pas bien, j'ai envie de manger, et j'ai l'impression que ça va me protéger. J'ai envie de boire parce que je ne me sens pas très bien, j'ai cette sensation à l'intérieur de moi que j'ai envie de voir disparaître par une chose qui va certainement me procurer quelque chose, qui va certainement pendant quelques instants me faire disparaître cette sensation déplaisante, mais qui à long terme perpétue une habitude, ancre une habitude, creuse le sillon d'une habitude. Donc à long terme, eh ben, ce n'est pas un refuge du tout. Et il y a ces choses qui, au départ, ne nous semblent pas du tout être un refuge. Quand on parle du potentiel intérieur, ça reste des mots. Tant qu'on n'en fait pas l'expérience soi-même, ça reste des mots. On n'a pas l'impression que ça nous protège. Le Bouddha, en quoi? Le Bouddha, ça va me protéger? Non, parce que déjà, s'il devait me protéger, il serait ici. Pourquoi il n'est pas là? On a plein de doutes, ce qui est normal. Mais les choses nous protègent. On n'a pas l'impression d'être un refuge pour nous, mais elles le deviennent par habitude. Donc là, c'est une orientation différente, reprendre une orientation différente par rapport à ça. Ok, on peut prendre quelques instants de méditation si vous le souhaitez. On peut réfléchir un peu à ce pouvoir de la fondation. Et pour ce qui a dit, je crois que c'était Anne,
Ben, pour revenir à ce pouvoir de la fondation, on voit qu'il s'agit d'environnement, hein. Parfois, c'est de rééquilibrer ses priorités dans notre vie et de savoir qu'est-ce qui me protège vraiment. Ça nécessite parfois de partir en vacances, ça nécessite parfois de faire une retraite, ça nécessite parfois de s'isoler parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Et ça demande du temps de se dire, voilà, qu'est-ce que je veux faire? Quelles sont les choses qui me donnent l'impression d'être un refuge qui ne le sont pas? Et quelles sont les choses qui ne sont pas des refuges vers lesquels je me dirige, mais que j'aimerais pouvoir poursuivre? Ça peut nécessiter de changer d'environnement pour un temps, pour se poser ces questions. Ce qui est souvent un des principaux obstacles, c'est qu'on n'a pas le temps de penser à ces choses-là. On est actif, on travaille. OK. Et ce pouvoir de la fondation, il nous apporte de la joie aussi. Il nourrit les autres pouvoirs. Parce que quand on aborde le pouvoir du regret avec de la joie, c'est beaucoup plus efficace parce qu'on protège l'esprit pour éviter qu'il ne tombe et qu'il ne sombre dans la culpabilité et le remords. Parce que quand on sait vraiment où on va et qu'on a très clairement à l'esprit la direction
vers laquelle on se dirige, on a moins de peur dans la vie aussi. Et il est certain qu'une grande partie de la voie est consacrée à se porter sur des choses qui ont lieu dans le présent. On voit dans le calme mental l'importance du présent. On est connecté au souffle qui apparaît, qui existe maintenant en temps réel. Mais tous les objets de méditation qui importent dans la vie ne sont pas nécessairement des objets qui existent dans le présent. En l'occurrence, ma transformation future, par exemple. L'aspiration, puissais-je développer toutes ces qualités, ce qu'on appelle la bienveillance, la compassion, l'amour, sont tous des objets qui n'existent pas encore. Bon, ce qui est certain, c'est que moi, quand je médite dessus, je suis installé dans le présent. Et je le sais. Donc ce qui importe dans la méditation, ce n'est pas nécessairement de se focaliser sur quelque chose qui apparaît maintenant. Ce qui importe, c'est soi-même d'être conscient dans le présent. Parce qu'on peut observer ma transformation future, de souhaiter que les êtres soient heureux, même si cette transformation, elle n'est pas totale, finale, complète maintenant. Donc il y a à la fois l'objet qui n'existe pas nécessairement dans le présent, mais ce qu'il faut, c'est que nous, on soit bien installés dans le présent, nous qui regardons ces choses-là. Ça, c'est important pour ne pas donner l'impression que tout ce qu'on observe dans le bouddhisme, c'est nécessairement quelque chose qui existe maintenant. Non, il peut y avoir de grands bienfaits à observer le passé, à observer l'avenir, mais nous, quand on le fait, on n'est pas en train d'oublier, on n'est pas en train de rêver, on n'est pas en train d'être perdu dans une divagation du passé ou du futur, on est bien dans le présent et on le sait. Parce que dans le pouvoir de la fondation, il y a le refuge, mais il y a aussi savoir redonner une perspective altruiste à notre existence. Et les textes bouddhistes disent que dans le pouvoir de la fondation, il y a le refuge et il y a la bodhicitta. La bodhicitta, c'est le souhait que tous les efforts qu'on met à développer ces qualités, ils soient destinés à apaiser la souffrance des autres aussi. Et qu'on souhaite à l'avenir atteindre le plein potentiel de nos qualités pour les êtres qui nous entourent, quels qu'ils soient. Et ça, c'est un gros rééquilibrage aussi. C'est que dans cette perspective où on est un petit peu recroquevillé sur nous-mêmes, sur oh, mes problèmes, et il faut qu'on le fasse, il faut qu'on développe ce pouvoir du regret, il faut qu'on développe ce pouvoir de l'antidote, il faut qu'on développe ce pouvoir de la résolution. Mais là, maintenant, on essaie de se souvenir pourquoi on le fait. On le fait parce qu'on veut développer totalement notre potentiel, parce qu'on veut se protéger nous-mêmes de manière sûre et pérenne, mais on le fait aussi pour les autres. Et ça, c'est très inspirant, ça va nous nourrir pour le faire encore plus quand on va savoir que ce n'est pas simplement pour nous qu'on le fait. On fait aussi cette transformation, on va prendre cette résolution, on va regarder les problèmes de certaines de nos habitudes parce que ça peut servir aux autres aussi. Et quand on le fait, ça nourrit totalement, ça injecte dans tout ce processus de l'application des 4 pouvoirs d'opposition une force profonde, une inspiration profonde. On le fait pour nous-mêmes, pour notre potentiel avenir, pour notre protection, et on le fait également pour les autres. On le fait parce que ainsi, on peut apporter notre pierre à l'édifice, parce qu'on peut calmer un peu la souffrance des autres à l'avenir, quand on n'est plus nous-mêmes disposés à comprendre qu'est-ce qui protège vraiment. Donc là, c'est vraiment ouvrir cette perspective, ouvrir la vue microscopique sur la vue macroscopique. Là, c'est vraiment le périscope du sous-marin qui voit qu'un détail de très lointain qui ouvre sur une vue panoramique, là, vraiment les lentilles en forme de fisheye. C'est vraiment où on a vu, dans une photo, on a l'entièreté du panorama autour de nous. Ben là, l'entièreté du panorama, c'est pas oublier ça, justement, qu'on le fait pour les autres aussi.
Et quand on a cette inspiration, qu'on a compris les problèmes liés à cette habitude, qu'on sait appliquer l'antidote et qu'on a pris une résolution, alors évidemment que l'habitude, elle est transformée. Pour autant qu'on fasse preuve de constance, de patience. Mais là, on comprend que vraiment, c'est une recette, ces 4 pouvoirs d'opposition qui est complète. Ça prend tout en compte, tous les aspects de la transformation d'une habitude. Donc, appliqué à un sujet, par exemple Facebook, la première étape, ou une première étape, on peut commencer par le refuge. Hein. Si on sent qu'on est un peu déprimé, qu'on n'a pas envie de regarder les problèmes liés à notre activité parce qu'on a l'impression qu'on active le remords ou la culpabilité, on peut commencer par le pouvoir de la fondation. Et se dire, voilà, est-ce que j'ai vraiment envie de voir passer ma vie et de me regarder en arrière en me disant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as perdu tellement de temps à aller sur Facebook, qu'est-ce que ça t'a apporté au final? Ça, c'est une méditation sur l'impermanence qui permet aussi de rétablir son refuge, sa protection. Voilà, j'ai pas envie de me réveiller un jour en me disant, j'ai perdu tellement de temps. Ça ne m'a pas protégé parce qu'une fois que ces choses sont consommées, elles sont perdues. Il n'y a pas d'accumulation là. L'accumulation, c'est quand on cultive et qu'on transforme notre comportement de manière pérenne, ça, on accumule quelque chose. Donc, on peut commencer par le pouvoir de la fondation, pour cette chose-là particulièrement, mais on peut aussi commencer à regarder les problèmes liés à l'activité d'aller trop souvent sur Facebook, et on en a parlé tout à l'heure, la distraction, et de le faire Merci, jusqu'à temps que ça... Vincent. Merci beaucoup. Je t'en prie, Isabelle. On peut le faire, donc, de regarder tous les problèmes que ça procure, et là, le Lamrim propose, je crois, 7 fautes aux perturbations mentales. Je les ai un petit peu en tête, mais je vais pas les donner toutes. Mais de voir à quel point s'engager dans ça, ça nous enlève la paix de l'esprit déjà. Ça, c'est un premier coup. Le deuxième, c'est que ça renforce nos habitudes. Le troisième, c'est que ça va nous encourager à le refaire encore plus. Donc, on va avoir ce caractère insatiable. On ne va jamais en avoir assez. Le deuxième, c'est que ça nous fait du mal à nous-mêmes et aux autres. Ensuite, le troisième, c'est que ça procure du désespoir. Le sous-produit de ces choses-là, c'est que ça produit une forme d'insatisfaction. On ne se sent pas bien quand on fait 2 heures de Facebook parce qu'on n'a pas le choix. Après, on se réveille, on se dit oh, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Ça procure de l'inconfort physique aussi. Parce que quand l'esprit est complètement distrait, les énergies à l'intérieur du corps circulent de telle manière que le corps est dans une situation inconfortable. Ça fait qu'on est moins à même de faire face à nos problèmes. Ça fait qu'on ne sait plus rétablir nos priorités. Et ça, en fait, c'est des choses on ne fait pas une liste dans notre tête quand on essaie de voir les problèmes qui sont liés à cette habitude. On les prend un par un et on essaie de les faire résonner. Et c'est quand il y en a un qui résonne qu'on passe à un autre. On peut choisir celui qu'on veut, on peut se dire, mais c'est insatiable ça. On peut commencer à ne faire que ça, voir à quel point c'est insatiable. Et ça, on n'essaie pas de se dire, oh, c'est mal ce que j'ai fait. On essaie de se dire à quel point, à travers l'analyse, on est insatiable de ces choses-là. Par exemple, sur Facebook, mais j'en ai jamais assez. Et ça, c'est une souffrance de se dire, j'en ai jamais assez. Plus je vais en faire, plus j'ai envie d'en faire. C'est un coût, ça. C'est un problème. Et quand on médite sur cette chose-là jusqu'à temps que ça résonne, on passe à une autre. On se dit, ben voilà, j'oublie de manger, ou je mange trop, ou ça me coupe du sommeil, ça m'excite pour dormir, mon esprit n'est pas en paix, je ne connais pas la paix intérieure, j'ai sans arrêt envie de me connecter, de voir ces informations, de recevoir quelque chose. À l'intérieur de moi, ce n'est pas une expérience plaisante non plus. Souffrance mentale.
je perds des connexions avec des personnes qui me sont chères, je rétablis des priorités de manière disproportionnée. Et puis on reste là-dessus jusqu'à temps que ça vibre. Et quand on sent que ça vibre et qu'on voit vraiment que c'est un problème, on commence à appliquer le pouvoir de l'antidote, d'observer notre esprit ou de lire des sutras ou de réciter des mantras si on pense que ça nous sert. Et puis d'observer l'esprit quand il est totalement libre de ces choses, et de commencer à se désengager de cette habitude, et de se désengager de «moi, je suis ça». Hein, on se souvient, le pouvoir de l'antidote, c'est ce poison qu'on finit par euh, désactiver en reconnaissant qu'on est beaucoup plus que ça. On n'est pas juste cette émotion, on a l'impression qu'on l'a parce qu'on l'a regardée longtemps, mais on est plus que ça. Et à l'issue de quoi, on se dit waouh, il y a quand même vraiment un problème, et surtout que je me rends compte que c'est pas moi ça. Donc autant raison de plus de pouvoir l'éliminer, de prendre une résolution forte. Ok, ben à partir d'aujourd'hui, voilà ce qui va se passer. Je vais rentrer du travail et je sais que je vais avoir ce besoin de passer du temps, de faire autre chose. Ben, je sais maintenant que je ne vais pas céder à cette impulsion confortable. Je vais savoir dire non. Et savoir dire non, c'est savoir aussi faire une expérience insatisfaisante sur le moment, en tout cas au départ, parce qu'on se déshabitue, on sort de cette zone de confort. Et ensuite, de savoir exactement ce qu'on va faire en lien avec cette habitude, de prendre une résolution, de s'y tenir et de cultiver ces quatre-là jusqu'à temps que l'habitude soit totalement transformée. Et de revenir à la fondation, je vais surtout m'en défaire de cette habitude parce que je vois que j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire autre chose de ma vie, de me diriger vers des choses qui me protègent vraiment. Et quand on a désactivé, qu'on est totalement unifié à cette habitude, qu'on a cultivé le pouvoir du regret comprenant les fautes, qu'on a une résolution forte et qu'on sait rétablir une direction sûre à notre existence, il n'y a aucun problème. L'habitude est totalement transformée. En tout cas, pour le moment où ces choses sont actives dans notre esprit. Après, libre à nous de les réactiver de temps en temps, de refaire un point. C'est pour ça qu'il y a la mode maintenant de faire des jeûnes de temps en temps, mais savoir faire une retraite de temps en temps, savoir se retirer, savoir se donner le temps de rétablir ses priorités, ses refuges dans notre vie, ça peut nous permettre de réinjecter des résolutions fortes pour une durée future. Donc, par quel pouvoir commencer? Ça sera le mot de la fin avant qu'on puisse échanger si vous avez des questions. Par quel pouvoir commencer? Ça, c'est vraiment de votre propre responsabilité ou sensibilité. Si vous sentez que vous êtes un petit peu là, un petit peu bas en énergie, le pouvoir de la fondation crée de la joie, nourrit et donne de la force pour pouvoir ensuite observer les problèmes sans tomber dans la culpabilité. Ou l'antidote, par exemple. Si on a un fort jugement de soi, il faut peut-être cultiver l'antidote déjà. Et puis si on a retrouvé ou un peu plus d'énergie positive, on peut regarder les fautes. Savoir s'adapter, combien de temps il faut rester sur l'un si on veut vraiment trouver, transformer une habitude, combien de temps rester sur chacun, ça c'est vraiment personnel. Et je pense qu'il faut passer pas mal de temps. Parce qu'on a vu dans ce pouvoir du regret qu'il y a souvent une première étape où on ne sait même pas que c'est un problème. Et ça arrive souvent. Hein. C'est pour ça que conserver un peu de temps pour étudier certains des textes bouddhistes nous mettent en lien avec des problèmes qu'on n'a même pas identifiés et sur lesquels on va glisser pendant des mois, des années peut-être, jusqu'au moment où on se dit waouh, en fait, il y a un truc à trouver là-dedans. L'impermanence, par exemple. J'avais jamais réalisé que c'était un problème, ou la jalousie, ou il y a des émotions qu'on finit par identifier en nous après des mois, où on entend ces choses-là, où ces choses sont plantées dans notre esprit comme des micro-graines qui un jour vont se réveiller en nous faisant penser waouh, j'ai écouté ces enseignements des dizaines de fois j'ai répété ces choses-là, et seulement maintenant je commence à savoir que
ça s'adresse à quelque chose que j'ai en moi, que je possède. Donc, continuer à avoir une curiosité aussi pour ces enseignements, parce que parfois, ils désignent quelque chose en nous qu'on n'a pas encore et qu'on n'est pas à même d'identifier. Et ce n'est pas parce qu'on ne les identifie pas qu'on ne continue pas à les observer, ces choses-là. Parce que les étapes qui vont conduire à l'observation, avant même de savoir qu'il y a un problème, de tourner les yeux vers cette habitude, on a vu que c'était déjà pas un point de départ, ça semble être un point de départ, mais c'est déjà le résultat de notre habitude à écouter ces enseignements, à revenir sur ces choses, même si elles ne semblent pas s'adresser à nous. Quand changer donc de pouvoir d'opposition, ben ça c'est vraiment très personnel. Mais s'habituer à faire résonner les choses pour ne pas tomber dans une forme d'insensibilisation au dharma. On appelle ça insensibilisation au dharma, on écoute tous ces enseignements et puis on passe de l'un à l'autre et puis on oublie de les apporter à l'intérieur de nous et de voir comme ils résonnent en nous. Et puis comment éviter les rechutes? Ben, c'est de s'habituer à activer ces 4 pouvoirs d'opposition de temps en temps. C'est quasiment un traitement à vie qu'on prend ici. Mais il ne faut pas le prendre comme un problème, parce que ça devient une joie au final. C'est un traitement qu'on a envie de prendre. Ce n'est pas des pilules qui, à chaque fois qu'on les avale, elles restent coincées. Non, c'est des pilules qui ont un goût de bonbons. C'est sûr que c'est un traitement à vie parce que c'est une nouvelle habitude qu'on prend. Mais on peut dire l'inverse. Toutes les habitudes qu'on a sont des traitements qu'on prend à vie déjà. Les habitudes problématiques qu'on a, c'est des traitements qu'on prend à vie. C'est une autre manière de redéfinir des refuges. Quand on a une addiction, c'est un traitement qu'on prend. Un traitement qu'on prend de pilules toxiques. On prend tous des traitements à vie déjà. On est tous habitués à certaines émotions, à certains comportements. Là, c'est sûr, c'est un traitement à vie qu'on prend dans ces 4 pouvoirs d'opposition, mais de pilules qui nous apportent vraiment quelque chose. Donc, ce n'est pas parce que c'est un traitement à vie que c'est nécessairement un problème. Alors, si vous avez des questions, François, pourrais-tu Oui, rappeler quels sont les 4 pouvoirs d'opposition, les antidotes et les pouvoirs de purification? Alors, l'ensemble de ça, de ces 4 pouvoirs, c'est ce qu'on appelle la purification. Purification parce que ça transforme quelque chose qui est problématique, pas parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qu'il faille laver, qui est mal, qui est mauvais. Ce n'est pas dans ce sens-là, purification. Hein. C'est le sens. Ces 4 pouvoirs d'opposition, s'ils sont appliqués, permettent une purification, une transformation d'une habitude. Donc les 4 pouvoirs d'opposition sont le pouvoir du regret, le pouvoir de la fondation, le pouvoir du regret, le pouvoir de l'antidote, le pouvoir de la résolution et le pouvoir de la fondation. Mais ils sont dans cet ordre de manière un petit peu pas arbitraire, mais en tout cas, on peut changer d'ordre aussi. Si c'est bien ça, je crois que tu en avais parlé pour la concentration comme antidote ou purification. Ce n'est pas très clair pour moi. Oui, la concentration, c'est aussi une purification. C'est aussi une transformation. Quand on, c'est une accumulation, en fait, la concentration. Si on observe et on essaie de développer une qualité, on est plus sur l'accumulation de quelque chose de positif. Si on est focalisé sur un problème, c'est plus de la purification. En fait, ce sur quoi on est focalisé définit que c'est soit une purification, soit une accumulation. Donc, quand on essaie de focaliser notre esprit, il est vrai que ça purifie la distraction, mais sur le moment, on n'est pas focalisé sur la distraction. Si on fait de la distraction, comme on l'a vu pour Internet ou les réseaux sociaux, un sujet sur lequel on a envie de réfléchir, ça, c'est vraiment de la purification parce que l'objet de notre observation, c'est une émotion perturbatrice. Oui, Capucine? oui. Pardon, Malika. J'avais l'impression aussi qu'au moment du regret, ça peut être intéressant de chercher à comprendre pourquoi on a développé telle habitude spécifique et de comprendre qu'on a cru à un moment que ça allait nous protéger, et ça nous a sûrement protégé de quelque chose d'ailleurs.
mais que maintenant on n'a plus besoin de cette béquille et qui est devenue un fardeau en fait. Enfin, moi, c'est beaucoup comme ça que j'ai pu changer des habitudes, j'ai l'impression. Oui, oui, parce que là, ce que tu dis, c'est que tu conjoins cette pratique avec une forme d'acceptation aussi. C'est d'accepter que ces choses-là, elles nous ont servi et qu'elles sont pas non plus, elles ont pu nous apporter quelque chose et de toute façon, on l'a fait. De toute façon, ça s'est passé. Donc c'est, je crois, important de ne pas avoir cette vision qui pourrait conduire au remords ou à la culpabilité, de regarder ces choses-là et de penser que c'est mal. On peut avoir une vision plus équilibrée en disant, ben voilà, ça m'a servi et de toute façon, j'ai pas pu faire autre chose. Dans ces cas de pouvoir d'opposition, si on a une tendance à la culpabilité ou au remords, de méditer sur l'acceptation. Vraiment l'acceptation de reconnaître que j'aurais pas pu faire autrement de toute façon, parce que je savais pas faire autrement. J'étais incapable de faire autrement parce que j'avais pas clairement à l'esprit que c'était un problème. Donc développer cette acceptation qui met fin à la culpabilité de penser qu'on ait pu faire autrement. Puis c'est Donc, aussi de la compassion pour soi, de se dire qu'à un moment donné, on avait de la souffrance pour telle raison, qu'on a mis en place cette chose pour pallier cette souffrance, même si ça ne fonctionne plus maintenant. Pour ouais, moi, c'est très lié à la compassion pour soi, de reconnaître aussi la souffrance qu'on a pu avoir à tel moment. oui, tu as complètement raison, oui. Et d'ailleurs, dans ce pouvoir de l'antidote, on comprend que on arrive à être un peu en paix avec soi aussi, hein. Et je pense que la patience et l'acceptation sont importants pour développer la compassion pour soi aussi, hein. Pour pas tomber dans l'extrême de penser qu'il y a un vrai problème à l'intérieur de moi qui existe. Et que j'ai été mauvais, j'ai été nul d'avoir fait ça. Sous-entendu que j'aurais pu faire autrement. Donc merci de ton retour, Capucine. C'est important de parler de ça aussi, d'avoir une vision assez équilibrée de ces problèmes. Et d'ailleurs, dans l'acceptation, ce qu'on fait, c'est qu'on non seulement on désactive cette propension à se dire je suis mauvais d'avoir fait ces choses-là, mais on se rend compte que ces obstacles sont des forces en réalité, si on les regarde d'une manière constructive. Donc on reconnaît que voilà, ces choses-là, ça m'a permis aussi de vivre des choses négatives, mais qui m'ont aussi permis, parce que je les regarde maintenant, parce que j'ai grandi par rapport à elles, de changer d'habitude aussi. Et là, c'est de faire de la souffrance une alliée aussi, de faire de ces expériences qu'on a vécues, de ces habitudes, des alliés, pas de les considérer comme... Et c'est vraiment en ça où le pouvoir de l'antidote n'est pas du tout manichéen, il ne tombe pas du tout dans les extrêmes de bien ou de mal, parce que même dans ces habitudes qu'on a eues, on peut reconnaître tout ce que ça nous a permis aussi. Parce que j'ai eu cette habitude, j'ai souffert, parce que j'ai souffert, maintenant je veux sortir de ça. C'est des indicateurs aussi, ces habitudes. Et que de toute façon, si on a eu ces habitudes, c'est qu'on n'a pas pu faire autrement, donc il n'y a pas de raison d'être en colère contre soi. Malika, tu voulais... Je sais plus ce que je voulais dire en fait. C'est pas grave, ça me reviendra. N'hésite pas, si ça revient. François, Oui, jusqu'à présent, j'avais imaginé que, en fait, pour chaque problème qu'on peut avoir, il y avait une antidote très précise, un antidote très précis. Et là, si je comprends bien, en fait, euh, les enseignements particulièrement sur la nature de l'esprit, comprendre la nature de l'esprit, en fait, c'est déjà un antidote qui peut être valable pour toutes les difficultés qu'on peut avoir, en fait. Et cette concentration sur la conscience, par exemple, et prendre conscience, en particulier de la non-existence intrinsèque des choses mêmes, j'ai l'impression qu'en fait, ça, si on se concentre, on travaille vraiment là-dessus, ça peut être valable comme antidote pour toutes les difficultés qu'on peut avoir. Parce que pour chaque sensation, pour chaque addiction, en fait, de tout d'un coup réaliser que
que cette addiction, cette envie comme ça pressante d'une chose comme la cigarette, pour moi par exemple, bah, elle n'existe pas en elle-même en fait. Et donc ça permet de la mettre un peu à distance. Est-ce que c'est valide un peu là ce que je dis Ah, mais c'est complètement valide. Tu pourrais. Bien compris. Ah, mais D'accord. c'est complètement ça. On parle des émotions perturbatrices. Euh, L'amour n'est pas un antidote à l'addiction pour le corps, par exemple. L'humilité n'est pas un antidote euh, à la distraction. Donc, les antidotes, ces antidotes-là qu'on a cités au départ, sont les antidotes pour des émotions particulières bien spécifiques, mais il y a un antidote pour toutes ces émotions perturbatrices, et c'est la sagesse réalisant la nature de notre esprit, la nature des phénomènes. C'est un petit peu comme les antidotes, comme j'ai cité les premiers, sont un petit peu comme couper les branches extérieures d'un arbre. Quand on coupe une branche, il n'y a qu'une partie de l'arbre qui va tomber. Quand on coupe l'arbre à la racine, tout l'arbre tombe. Et toutes ces émotions perturbatrices procèdent de cette relation distordue avec ce que nous sommes vraiment, avec notre propre nature. Donc quand on met l'œil de la sagesse sur la manière dont on existe vraiment, il n'y a plus aucun terrain pour que ces émotions perturbatrices, elles poussent. Il n'y a de possibilité à l'addiction que parce qu'il y a l'ego, parce qu'il y a cette saisie profonde de l'ego, cette saisie profonde de ce que je suis, cette identification avec les choses. C'est uniquement parce que j'ai l'impression qu'il y a un moi qui existe de manière intrinsèque que j'ai besoin de choses, que j'ai besoin d'accumuler des choses, et que je me mets en colère pour des personnes qui nuisent à mon obtention de ces choses-là. La colère n'existe que parce qu'il y a l'ego également. Donc cet antidote, il est difficile à mettre en œuvre parce qu'il est plus subtil. On commence souvent par l'antidote de l'amour parce qu'il fonctionne aussi. L'antidote de la patience parce qu'il fonctionne, il est plus facile à comprendre, mais il est évident que cet antidote de méditer sur la nature de la conscience, c'est celui qui va... c'est comme si on enserrait le tronc d'un arbre pour que la sève ne monte plus dans aucune des branches finalement. On va vraiment là circonscrire la possibilité que la sève monte dans les branches. Et quand on va méditer sur ça, on ne va pas vraiment méditer sur l'amour ou sur l'absence de distraction. Et pourtant, toutes ces émotions vont être impactées par cette méditation sur la nature de l'esprit. On dit que la méconnaissance de ce que nous sommes et de la manière dont existent les choses autour de nous, le fait qu'on ne reconnaisse pas la nature de notre esprit, c'est la racine du samsara. C'est la racine de toutes les perturbations mentales et de tous les problèmes qu'on rencontre. Donc, quand tu dis que tu as l'impression que c'est l'antidote à toutes ces choses-là, c'est complètement concordant avec les textes, ça. Complètement concordant avec notre expérience si on le met en œuvre. Donc, tu as tout à fait raison. Oui, oui. Ok, merci. Je t'en prie. Quelqu'un d'autre voudrait partager ou... Tu devrais faire plus d'enseignements. Merci Isabelle. Alors, pour ma part, Plus de jours dans le mois. on se retrouve au mois de septembre. Non, j'en fais quelques-uns déjà. Je pourrais en faire plus si j'étais moins paresseux. Et je conduis une retraite d'ailleurs à ce propos du 14 du 14 juillet au 21 juillet. Du 13 au 20. Du 13 au 20, merci. Tu me le rappelles de temps en temps. Et puis, je reprends les cours. Je vais être en retraite sans doute juillet, une partie du mois de septembre. Donc, je reprendrai les enseignements fin septembre. Alors, j'ai une question. Alors, elle est pas, je ne crois pas qu'elle est à tout le monde. Hein, elle n'est pas privée.
Je suis sujette à la compulsion alimentaire. Je vois bien tous les inconvénients, mais lorsque la tension arrive, je suis captivée par elle. Comme aimantée, elle se développe et je cède sous la pression pour soulager la tension. Tant que je n'ai pas cédé, c'est obsédant. Tout cela en me rendant compte de ce qui se passe. Je vois bien la boucle, mais je me sens sous son emprise. Comme téléguidé, je n'arrive pas à en sortir. Quel serait le conseil? Le conseil, c'est de développer de la concentration aussi, du calme, savoir détendre le corps, savoir détendre l'esprit, surtout dans ces moments. Et puis, vous pourriez faire ces méditations que j'ai guidées sur l'observation des sensations, par exemple. Elles sont sur la chaîne YouTube. De développer ça aussi, de reconnaître ces sensations qu'on a et la manière dont on y réagit, et de reconnaître leur absence aussi. Et de se focaliser même sur leur absence pour redonner la place à la possibilité qu'on puisse être autre chose que cette habitude-là. Parce que je me sens sous son emprise, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est qu'on se sent sous son emprise parce qu'on s'identifie à cette chose-là. C'est sûr que c'est peut-être à votre niveau de mettre l'emphase sur l'antidote, nature de la conscience, observer la nature de la conscience, de mettre l'accent là-dessus pendant un moment. Parce que des gens qui ont des habitudes, des compulsions et qui le savent bien, ont peut-être déjà beaucoup activé ce pouvoir du regret, parce qu'ils savent vraiment les problèmes. Donc là, de méditer sur l'absence de ces choses-là. Donc, je peux vous encourager à méditer sur ces méditations sur la nature de l'esprit. Elles sont en ligne, et de le faire de manière répétée pour voir ces moments où les choses ne sont pas là, pour se désengager de cette certitude qu'on est sous l'emprise de quelque chose. On n'est pas vraiment sous l'emprise de quelque chose. Oui, quand on regarde, on a l'impression de l'être, mais en profondeur, il y a cette chose qui est passagère seulement. On n'est pas sous l'emprise dans ce sens que cette chose, elle est totalement unifiée à nous-mêmes. On peut s'en défaire. Et quand on retrouve la possibilité qu'on peut s'en défaire, cette chose, elle disparaît déjà un petit peu de notre esprit. Je ne sais pas si c'est très un bon conseil, mais mettre l'accent sur le pouvoir de l'antidote. Et développer le calme mental. Quand ces choses arrivent, essayez de faire les choses en conscience, de manger en conscience. Et de voir à quel point ce plaisir qu'on ressent quand on mange, il est passager aussi. C'est-à-dire reconnaître à quel point ces choses ne sont pas tellement satisfaisantes aussi. Quand on est vraiment conscient qu'on mange et qu'on a... Moi, j'aime bien manger. Et qu'on observe vraiment, on se dit, mais waouh, toute cette énergie passée à manger quelque chose qui, de toute façon, reste quelques secondes sur ma langue, ça m'apporte un truc qui est tellement passager. Et de voir à quel point c'est pas satisfaisant non plus, ça. On projette une forme de satisfaction à long terme, on a l'impression que ça va vraiment être satisfaisant, mais quand on est vraiment en contact, parce qu'on est détendu et qu'on observe ces choses au moment où elles se passent, on se dit, waouh, non, c'est quand même pas terrible, hein. Déjà, il y a tellement de goût, il y a le goût qui a lieu sur le bout de la langue, c'est complètement différent du goût derrière. On déconstruit la chose. On a une chose totalement solide et on la déconstruit par l'observation même de cette chose quand elle apparaît, et du simple fait qu'elle est tellement transitoire. Si elle est transitoire, pourquoi elle serait aussi incroyable dans mon esprit? Non, non, c'est juste transitoire. C'est des choses qui, voilà, elles restent sur cette bouchée, elle reste dans ma bouche et pof, elle est partie. Pourquoi j'y porterai tant d'attention? Mais ça nécessite de calmer l'esprit et d'observer ces choses-là, sans partir dans l'auto-identification en disant « Ah, je répète ces choses-là, encore une fois, j'observe ces choses-là, je ne peux rien y faire. » Non, d'essayer de, justement, pas se laisser emporter par cette habitude, et le moyen de ne pas se laisser emporter par cette habitude, c'est de développer une ancre. Et développer une ancre, c'est développer un peu de calme mental, d'ancrer l'attention dans le souffle, dans le corps, au moment où ces choses apparaissent, par exemple. De développer cette force de la concentration. Eh bien, nous avons fini. Alors,
que faut-il taper sur YouTube pour trouver les vidéos? Bah, mon nom et mon prénom. Et vous trouverez François Chic et vous trouverez les vidéos. Voilà. Bah, écoute, François, moi, en tout cas, je voulais te remercier pour tous ces enseignements que tu nous transmets, qui sont très concrets, très pratiques et praticables surtout, et dont on peut constater assez directement des effets et qui nous aident vraiment. Voilà, merci beaucoup. Bah, merci pour Tout à ton fait. retour, Martine.